Chers compatriotes, c'est une lapalissade de dire que les autorités guinéennes gèrent la crise sanitaire de façon incohérente et laxiste, à tel point que notre pays est devenu le troisième pays le plus touché en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria et le Ghana. Mais le plus révoltant, c'est l'instrumentalisation de cette pandémie par le gouvernement d'Alpha Condé à des fins politiques. Ils veulent faire payer au peuple de Guinée les conséquences de leur manque de discernement et de vision. Un simple regard sur les statistiques démontre que rien ne justifie le maintien de la fermeture des écoles, des lieux de culte et même du couvre-feu. À ce jour, et depuis le début de la pandémie, on compte 3 933 cas confirmés, 1578 cas actifs, 23 décès et 2332 guéris. Le taux de létalité reste faible, même si la chaîne de contamination reste toujours active. Et à ce niveau, c'est la faiblesse du plan de riposte totalement inadéquat qu'il faut mettre en cause. C'est à se demander si tout cela n'est pas fait à dessein pour interdire les rassemblements et museler l'opposition politique. Comment peut-on comprendre que des pays avec des statistiques plus morbides que la Guinée ont initié un retour progressif à la vie normale? Que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire ou au Mali, la réouverture des écoles et des lieux de culte est devenue effective. Même en France, avec plus de 28 000 décès, on assiste à la deuxième phase du déconfinement avec la levée d'un grand nombre de restrictions. Les restaurants, bars et cafés ont rouvert dans tout le pays, même s'il y a une restriction pour l'Île-de-France où seules les terrasses peuvent être exploitées. Avec tout ce qui se passe autour de nous, Alpha Condé n'est plus en mesure de justifier le maintien de toutes ces mesures restrictives pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Il doit lever l'état d'urgence sanitaire, rouvrir les écoles et les lieux de culte. Avec un bon dispositif sanitaire, tout cela peut être fait et briser en même temps la chaîne de contamination communautaire. C'est parce que dès le début, la stratégie de riposte était si défaillante que nous en sommes arrivés à ce point. Ni les écoles et ni les lieux de culte ne devaient rester fermés aussi longtemps. Tout au plus 4 semaines pour comprendre et suivre l'évolution de la pandémie et mettre en place un dispositif sanitaire avec un protocole bien défini. Mais on ne ferme pas tous ces lieux pour ensuite croiser les bras et attendre une accalmie. On s'attelle à mettre en place aussi un dispositif sanitaire permettant à la population non infectée de reprendre une vie plus ou moins normale. Bref, on prépare la population à vivre avec le virus comme cela est en train d'être fait aujourd'hui dans plusieurs pays européens. On a fait preuve d'un manque d'esprit critique
en ordonnant la fermeture prolongée des lieux de culte et des établissements scolaires. Prenons par exemple le cas des lieux de culte et plus spécifiquement les mosquées. Et comme je l'ai déjà dit, leur fermeture devait être fixée dans le temps, tout au plus 30 jours. Les risques de contamination sont bien moindres dans les mosquées que dans les marchés, les transports publics, les bars et les restaurants. Essentiellement, la mosquée est un endroit supposé être propre où le fidèle doit venir débarrassé de toute impureté. Tout ce qu'il fallait faire, c'était de mettre en place un dispositif sanitaire respectant les mesures d'hygiène préconisées. On aurait pu, par exemple, demander aux fidèles de faire leurs ablutions avant de se rendre à la mosquée, de porter un masque et de se munir d'un tapis de prière. Un kit sanitaire doit être installé à l'entrée de la mosquée et chaque fidèle doit se laver les mains proprement avant d'accéder à la salle de prière. Par contre, la salle des ablutions doit rester fermée car c'est le seul endroit de la mosquée qui peut être un foyer d'infection rapide. Il faudra ensuite exiger la distanciation physique avant le début de chaque prière. Toutes ces mesures peuvent être facilement appliquées, surtout quand on sait que les mosquées se remplissent rarement durant les 5 prières canoniques obligatoires, à peine 2 ou 3 rangées le plus souvent. Seules les prières du vendredi, qui drainent beaucoup de monde, pouvaient être suspendues jusqu'à nouvel ordre. Comme on le voit, c'est un problème qui est facilement gérable et bien mieux que de céder à la peur et à la panique. En ordonnant la fermeture prolongée des lieux de culte, églises, mosquées, les autorités se sont tirées une balle dans le pied sans le savoir. La mosquée n'est pas seulement un lieu de prière, mais c'est aussi un centre de relais important dans nos communautés. Il y a pratiquement une mosquée dans chaque quartier de Conakry. Ordonner la fermeture de ces lieux de culte pour un temps indéterminé, c'est se couper d'un important relais communautaire, surtout en matière de sensibilisation. Le déficit de confiance qui existe entre gouvernants et gouvernés pousse ces derniers à accorder plus de foi à la parole des hommes de Dieu et à suivre leurs recommandations. Chaque mosquée ayant un staff dédié, on aurait pu mettre aussi à contribution dans le traçage des personnes contacts. Le travail des équipes de traçage aurait été rendu plus facile avec l'assistance des religieux et du personnel des mosquées. Nous devons savoir qu'on ne peut pas gagner cette guerre contre la pandémie de Covid-19 en s'appuyant uniquement sur des équipes médicales. Les pays qui ont réussi à renverser la tendance l'ont fait en faisant recours non seulement à leurs équipes médicales, à la science et la technologie, mais aussi à leurs forces de sécurité pour faire appliquer les mesures et entraîner l'adhésion des populations. C'est le cas de la Chine, de la Corée du Sud, du Vietnam et même de la France, qui ont fait usage d'une approche militariste. Mais comme on le sait tous,
nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas jouer ce rôle à cause de leur formation limitée et surtout de la crise de confiance entre eux et les civils. Vu que notre société est essentiellement spirituelle, seuls les religieux, les prêtres, les imams et leurs aides peuvent combler ce vide, jouer un rôle décisif pour une meilleure et forte adhésion communautaire aux mesures de prévention. Mais comme on le voit, sous le coup de la psychose, les mosquées sont restées fermées à ce jour. C'est le même constat qui peut être fait du côté de l'école guinéenne. Les établissements scolaires sont fermés, on ne sait jusqu'à quelle date. Or, après 2 mois et 23 jours, il est temps d'ordonner la reprise des cours, surtout pour les élèves en année d'examen. Comme pour les lieux de culte, il suffit juste de mettre en place un dispositif sanitaire. Il faudra, entre autres, installer un dispositif de lavage des mains obligatoire aux différentes entrées, tracer des marques au sol pour respecter les mesures de distanciation sociale. Les salles de classe doivent être aussi réaménagées afin de respecter la distanciation et chaque élève doit avoir son matériel didactique. Cela peut être appliqué dans tous les établissements du primaire et du secondaire, mais comme nous l'avons dit plus haut, la priorité doit être accordée aux élèves en fin de cycle. Est-il si difficile de mettre en place un tel dispositif sanitaire pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école? Eux qui ont déjà vu leurs études perturbées par des grèves incessantes du syndicat des enseignants? En pleine période de Covid-19, il faut sauver aussi l'école guinéenne. Et le gouvernement et le conseil scientifique doivent savoir que la réouverture des écoles et des lieux de culte n'entamera point les efforts fournis pour rompre la chaîne de contamination. Si elle est toujours active, c'est parce que le virus est en train de se promener là où on ne le cherche pas, dans les marchés et les transports publics, les quartiers qui sont essentiellement des environnements non contrôlés. Or, les écoles, les mosquées et les églises sont des environnements contrôlés. La fermeture continue des écoles pousse les enfants à traîner dans les quartiers où ils se livrent à toutes sortes d'activités, les exposant ainsi à de plus grands risques de contamination au Covid-19. On voit donc qu'au lieu de décréter unilatéralement la fermeture des écoles et des mosquées et des lieux de culte, ces questions doivent être débattues de façon judicieuse. Ainsi, on aurait fait de grands pas dans nos efforts pour rompre la chaîne de contamination. Mais il faudra aussi aller au-delà, puisque les cas asymptomatiques contribuent à accentuer la transmission communautaire. Pour ces derniers cas, il faudra augmenter substantiellement les tests de dépistage. Il faudra tester, tracer et isoler. C'est la manière la plus efficace de rompre la chaîne de contamination. Mais le plus important à retenir,
c'est que tout ceci ne peut se faire que dans un environnement bien contrôlé. Si la population est abandonnée à elle-même, à déambuler dans les quartiers, les marchés, les transports publics qui sont essentiellement des environnements non contrôlés, il faudra attendre longtemps avant qu'on ne soit en mesure de juguler cette pandémie. En dépit de tout cela, nous devons être clairs avec Alpha Condé. Il n'a plus assez de temps pour régler cette crise. Tout au plus 11 jours, car après le 15 juin, l'état d'urgence sanitaire doit être levé. Le couvre-feu doit être suspendu ou considérablement allégé. Les écoles et les lieux de culte doivent rouvrir. Ce sont là des décisions importantes auxquelles Alpha Condé doit impérativement réfléchir. Dans tous les cas, le FNDC doit reprendre les manifestations pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle de nos militants. Cette pression sur le pouvoir doit s'accentuer pour invalider les législatives du 22 mars et renoncer à la nouvelle constitution qui a déjà fait l'objet de tripatouillage avant même sa promulgation. Après toutes ces violations manifestement délibérées de la loi, la seule constitution qui reste en vigueur est celle du 7 mai 2010. Et cette constitution ne prévoit que 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Alpha, il fait ça, vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.